Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui, alors j'espère qu'il vous reste un peu d'énergie, parce que là, il y a quand même une grosse journée. Donc je vais vous parler de Vertix et plus spécifiquement de Vertix avec Groovy et comment construire des interfaces REST. Donc, puisque c'est un Tools in Action, on va faire ça en deux temps. On va faire d'abord l'outil et ensuite une petite code review sur une interface REST déjà montée. Je vais vous expliquer comment ça marche et on va voir le code ensemble. Alors Vertix. Vertix, c'est une boîte à outils asynchrone. On a de quoi faire des clients et des serveurs TCP et définir des blocs de code handler sur des événements type il y a une nouvelle socket qui s'est ouverte sur mon serveur ou j'ai reçu de la data de mon serveur quand je suis un client. Il y a l'équivalent pour faire du client-serveur HTTP. Il y a du DNS client, il y aura peut-être bientôt du DNS serveur, mais c'est encore en discussion. Et il y a également l'intégration de tout ce qui est système de fiches. Donc ils ont refait une API par-dessus tout ce qui est Java et NIO à partir de Java 7. Vertix fonctionne que avec Java 7 et supérieur. Et il y a également un truc qui est assez important dans Vertix, c'est la notion de bus de messages, puisque pour que ces différents handlers puissent communiquer et éviter d'avoir des blocs de code trop conséquents, on peut faire communiquer différents handlers via un bus de messages. C'est un système assez simple de publish-subscribe et tout ce qui transite dans ce bus de messages, c'est du JSON. Donc les objets qu'on veut faire transiter doivent être serialisables en JSON. Alors c'est avant tout une librairie puisque on utilise les méthodes de la plateforme, mais c'est pas conçu pour être intégré dans des projets, même si c'est possible. C'est surtout conçu pour qu'on développe des unités déployables via une ligne de commande. Donc on va voir un peu plus en détail ce qu'on peut déployer sur du Vertix et comment ça s'articule, mais c'est pensé comme une plateforme. Donc on va démarrer de notre fameux bus de messages, qui est un peu la colonne vertébrale du concept. Sur ce bus de messages, on va démarrer une instance Vertix. Il a son propre bus qui tourne tout seul. Il peut faire communiquer différents composants déployés sur cette instance Vertix. Mais on peut également déployer deux instances sur un réseau local avec des options de clusterisation pour que le bus de messages soit partagé entre les instances Vertix. Ce qui fait que si on définit un handler dans une instance A, on peut lui envoyer des messages depuis une instance B. Il y a également la notion de quand on peut faire plusieurs clusters sur le même réseau local en donnant des noms et en fait ils se retrouvent les uns les autres en faisant du broadcast. À l'intérieur d'une instance Vertix, on peut déployer des verticles qui en fait gèrent tous les différents handlers sur les événements de ce qui se passe dans Vertix via un thread unique, un event loop, où on peut déployer en fait la même partie de code en worker vertical, auquel cas c'est un thread pool qui va s'occuper de traiter les événements et donc ça permettra de faire de pas bloquer les traitements s'il y a des traitements longs à gérer. Et on a également une notion de module qui en fait sert à wrapper un ensemble de verticles ou de worker vertical qu'on va pouvoir déployer dans une instance en sachant que un module peut embarquer X verticles et un vertical peut en déployer d'autres. Alors à l'intérieur de Vertix, on retrouve la librairie Netty qui sert pour tout ce qui est accès réseau. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie Java asynchrone pour tous les accès réseau qui est réputée pour être relativement performante. Hazelcast qui permet de faire la fédération des différentes instances de Vertix sur le réseau local pour les mettre en cluster et assurer la couche de communication entre les instances. Et pour la sérialisation des objets dans le bus, on a la lib Jackson qui fait partie des libs réputés haute performance pour de la sérialisation JSON en Java.
Alors, c'est réputé pour être une plateforme polyglotte dans la mesure où toutes les unités qu'on va pouvoir coder, vertical, worker vertical, module, tout ça, on peut les faire dans différents langages et les déployer sur la même plateforme. Donc, on a du Groovy, du Java, on a du JRuby, du Jython. La version Scala stable est sortie il n'y a pas longtemps. Du Clojure, du JS. Alors, pour l'instant, la version JS officielle est basée sur Rhino, mais on a une version Nashorn qui est en préparation. Et il y a également une implémentation avec Dean.js qui est encore dans les bacs et qui est en train d'être portée par la communauté. Alors, dans un vertical ou un worker vertical, puisque conceptuellement c'est la même chose, ça dépend juste comment on le déploie, en fait, à savoir si c'est géré par un event loop ou un thread pool. On va pouvoir définir des handlers externes sur des événements TCP ou HTTP. Des handlers internes pour faire des handlers sur notre bus de message. Si tu reçois tel type de message sur telle adresse, alors fais ça. Et leur équivalent miroir, pouvoir répondre ou consommer du réseau ou du bus de message. Et on a également, ce que je disais, la possibilité dans un vertical d'en déployer d'autres ou depuis un vertical de déployer d'autres modules. Alors, pour les modules, donc ça sert à wrapper des verticals et le projet Vertix fournit un projet Gradle type qu'on verra un peu plus en détail après, qui permet donc d'avoir des exemples pour tous les types de verticals supportés par le projet, à savoir tous les langages qu'on a vus sont en exemple dans le projet, avec également toute la partie test. Donc ça permet de démarrer assez rapidement sur une structure très propre. Et donc il y a également tout l'outillage, parce que par essence, vu que tout est asynchrone, c'est assez compliqué en fait de faire son propre tooling pour gérer des timeouts pour savoir si un test est en échec, gérer le fait que au 4e niveau d'indirection, le test est successful parce que j'ai bien atteint ce niveau-là. Donc toute cette partie tooling, elle est fournie par le projet et elle est montrée en exemple dans le projet Gradle de module standard. Alors, on va voir un petit peu, d'abord vue d'avion, ce qu'on va voir comme code. Donc le cas d'école, c'est j'ai des bases de données et je veux mettre devant une petite interface REST pour pouvoir filtrer les accès et tailler un peu la donnée sur mesure. Et pour découpler notre interface REST de nos bases, on va faire ça en deux temps. Un vertical qui va gérer les interactions serveur HTTP et l'API REST, et envoyer via l'event bus des messages à un vertical qui sert uniquement à la communication avec la base de données. Donc dans le cas où le driver de la base de données est synchrone, on a plutôt tendance à utiliser un worker vertical pour pouvoir gérer plusieurs connexions en même temps. Si votre driver est asynchrone, à ce moment-là, on peut se permettre de faire du vertical standard et d'avoir un seul thread. Et l'exemple détaillé qu'on va voir, c'est donc la code review de cette partie HTTP REST. Et je vais vous montrer un petit peu comment démarrer en fait un module standard fourni par Vertix, qui est Mongo Persistor, qui permet de se connecter à une base Mongo et d'interagir avec pour lancer 2-3 requêtes basiques et extraire de la donnée. Donc le Mongo Persistor, c'est un module, voilà, et on va voir le projet de module. Hop. Alors, on va passer un petit peu en revue d'abord la structure du projet type. Donc, on a, en fait, tout ça, c'est ce qui est fourni par le template de module. On a un build.gradle qui permet de builder notre module, lancer les tests, le packager en zip pour pouvoir l'exporter et le déployer où on veut. On a un petit fichier Gradle Properties qui nous permet de tailler le tagging de notre module
pour éventuellement le publier sur les repos officiels Vertix. Et on a également, donc dans SRC main, là ça devient un peu plus intéressant. Dans les ressources, on a un mode.json à gérer qui permet de donner le vertical qui va servir de point d'entrée au lancement du module. Étant donné qu'un vertical peut en lancer d'autres, la bonne pratique qui est poussée par le projet, c'est d'avoir effectivement un vertical point d'entrée qui va éventuellement déployer les autres verticals qui sont disponibles dans le ClassPath du module. Là, on voit les différents exemples pour le lancement de vertical. Ce préfixage, en fait, c'est pour qu'il aille chercher dans le ClassPath la classe qu'on lui donne, mais qu'il l'interprète avec le module qui sert de support au langage Groovy. Si j'enlève ça, il va essayer de le lancer avec le module qui sert de support au langage Java. Si je l'utilise comme ça, donc en lui ciblant un fichier .java, au déploiement, il va compiler le Java avant de le déployer. Si je lui cible un .groovy, ce sera compilé, interprété au démarrage du module. Et en fait, c'est à chaque fois sur l'extension du fichier qu'on cible. Donc pour RB, JRuby, pour JS, ce sera la version de JS qu'on a chargée dans la conf de la plateforme. Et donc on va passer, alors nous, notre point d'entrée, c'est notre REST API vertical. Donc on va aller le voir. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas si ça va, c'est suffisamment lisible. Alors. Donc on a une classe Groovy qui extends vertical et la seule méthode à fournir, c'est le start. Le fait d'hériter de vertical, on nous met à disposition un objet Vertix qui permet d'appeler les méthodes basiques comme create HTTP server, create TCP server, create DNS client, enfin ça vous pourrez le retrouver dans les différents guides, mais il y a pas mal d'outillages. Et on a également accès à du container qui permet d'accéder au logger de la plateforme ou à des commandes de déploiement pour d'autres verticals. Donc ça se passe en 3 temps. On crée notre serveur, on lui attribue un request handler, on va voir le détail de build route, et ensuite, une fois qu'on a défini tous les handlers pour notre API, on démarre l'écoute sur un port. Alors pour ce qui est des API REST, donc là on a une méthode qui renvoie une closure, on a un petit objet fourni par Vertix qui est le route matcher. Le route matcher, une fois qu'on offre des méthodes qui correspondent au verbe HTTP. Donc, quand j'écris ça, je définis que si je reçois une requête HTTP de type option sur le chemin racine, alors voici mon handler qui est une closure qui prend une HTTP server request en paramètre. Ici, je vais construire du coup pour mon option, pour que mes utilisateurs puissent découvrir l'API, juste construire une petite map où je définis en clé les différents chemins que je supporte et en valeur la description de ce que c'est censé faire. Et comme je veux renvoyer tout ça en JSON et qu'on a déjà Jackson dans la plateforme Vertix, on va aller taper directement au cœur de Vertix. Il y a une petite classe JSON qui nous permet d'encoder ou de décoder, enfin d'encoder des objets vers du JSON ou de décoder du JSON vers une classe d'objets. En l'occurrence, je lui passe directement ma map, il me sort une string. Je veux renvoyer du JSON, donc comme je suis poli, je définis les headers qui vont bien. Et je mets fin à ma réponse en lui donnant le corps de la réponse à renvoyer. Par défaut, le statut c'est 200 OK. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que l'API, c'est un parti pris, c'est de vraiment être collé à la norme et qu'elle soit visible dans le code. On manipule directement les headers
Et on va le voir un peu plus bas, mais la gestion du body des requêtes pour les posts, les puts, etc., c'est assez particulier aussi. Donc là, j'ai défini une closure pour mon option. Le problème, c'est que ça, c'est pas testable, puisque c'est du inline. Donc il y a une autre notation intéressante en Groovy, c'est this.e. Ça me permet de pointer une méthode de la classe en tant que closure. Donc à partir du moment où mon getState, c'est une méthode de ma classe, du coup je vais pouvoir la tester unitairement. Et en fait, je fais juste mon tissage dans la partie routeMatcher. Donc là, je définis mon getState et je veux récupérer ma liste d'états. Alors oui, dans la base MongoDB que j'utilise comme exemple, c'est des zip codes. C'est un dataset standard qui est fourni par MongoDB. Donc c'est des états, des villes et de la population et des coordonnées GPS. Donc là, je fais un premier handler pour sortir uniquement la liste des états qui sont dans la base. Donc toujours, je prends ma HTTP server request en paramètre. Le premier truc que je vais faire, c'est pause. Qu'est-ce que ça fait request.pause? C'est qu'il va arrêter de me déclencher des handlers sur les différents événements, le cycle de vie de ma requête. Là, c'est un get. Et en fait, la main est passée au routeMatcher quand on a reçu les headers HTTP d'une requête. Donc si c'était un post, là, au moment où je fais la pause, j'ai pas encore le body. Comme c'est un get, je peux mettre la requête en pause pour pas être dérangé. Et en fait, elle va reprendre son cycle de vie au moment où je vais lui envoyer la fin de réponse avec le corps de réponse. Entre-temps, je manipule donc l'Evenbus de Vertix pour envoyer un message dans le bus à l'adresse qui est mongo.persistor, qui correspond à l'adresse qui est gérée par mon vertical qui gère la connexion avec Mongo. Je lui passe une map qui correspond à la doc du module en question pour qu'il me lance une commande. Et là, on a une commande standard Mongo pour avoir tous les states distincts de la collection zip. Sur l'Evenbus, il y a deux modes de communication. Il y a le send et le publish. Quand on fait un publish, on broadcast et en fait tous les handlers qui sont enregistrés sur l'Evenbus pour cette adresse vont recevoir le message. Quand on fait un send, le premier qui prend le message sera le seul à le traiter. La contrepartie, c'est que si on fait un send, l'autre peut faire le handler qui a pris le message peut faire un reply et donc nous renvoyer une réponse. Et donc là, je fournis la closure de traitement de la réponse. Donc en l'occurrence, je vais avoir dans mon body de réponse ce que m'a retourné Mongo. Donc je vais prendre result values et on va voir ce que ça donne. Et donc une fois que j'ai mon résultat qui est remonté de mon DB vertical, je l'encode en JSON et je l'envoie. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais redémarrer, sinon c'est triché. Donc, je démarre mon Mongo. Je vais démarrer mon module qui permet de faire la communication avec Mongo. Donc ça se traduit par run mode, l'identifiant de mon module de Mongo Persistor. S'il n'est pas installé, il va le chercher dans le repository officiel de Vertix, où on peut pointer des repositories perso sur le réseau. Un petit fichier de conf pour lui donner l'adresse sur laquelle je veux qu'il opère, et le -cluster pour qu'il se mette en attente d'éventuels collaborateurs pour partager son bus de message. Ça, c'est bon. Et donc là, je vais utiliser, alors pour ceux qui ne connaissent pas Gradle, en fait là j'utilise GradleU, c'est un wrapper de Gradle qui permet d'éviter d'avoir à installer Gradle. C'est au premier lancement de GradleU, en fait si on l'a pas, il va télécharger
télécharger tout ce qu'il faut pour le lancer. Donc je run mon projet de module en interactif pour avoir un peu de feedback. Donc là, il a fini de démarrer. Ce qu'on peut voir ici, c'est que il a repéré son petit copain à côté et on a 2 membres au cluster. Et donc normalement, si je vais ici et que je fais une requête option, donc là j'ai bien ma map qui correspondait à ceci. Et si je vais sur states et que je fais mon get, j'ai la liste des états qui sont dans ma base. Alors ensuite, pour gérer les paramètres dans l'URL, la notation c'est juste 2 points et le nom qu'on veut donner aux paramètres. Et pour y accéder, on fait juste un request.params. Le nom qu'on a donné dans l'URL. Donc ça, c'est un autre exemple de requête get. Moi, je vais vous passer la doc du Mongo Persistor. Là où ça redevient intéressant, c'est sur la gestion des puts. Si je veux mettre à jour, ma donnée, il va falloir que j'en envoie de la donnée et que je traite le body. Donc, on va se placer par exemple ici, sur cette ville-là. Ou pas. C'est quoi le... Ok. Donc là, moi, ce que je veux, c'est prendre ce qui m'a été retourné, changer la population et la renvoyer à mon vertical pour mettre à jour, suite à un recensement, la population de la ville. Donc je vais aller gérer un put sur mon état, ma ville. Donc ici, je retrouve mon request.param.mon état, request.params.city. Et pour gérer la donnée qui m'est envoyée, en fait, je mets en pause pour arrêter de recevoir des événements sur le cycle de vie de la requête. Je prépare un handler sur l'événement, le body de la requête est entièrement arrivé. Donc quand le body de la requête est entièrement arrivé, on applique cette closure-là, à savoir, je fais un decode value de mon toString, puisque j'attends du JSON sous forme de map. Et donc ça, j'espère que ce sera une map. Et donc cette map-là, je la mets dans mon message que je vais envoyer à mon Mongo Persistor. Et ce sera le nouvel état de l'objet que je mets à jour. Hop, put, raw, JSON, hop. Pourquoi ça fait ça? Moi, je tiens à me plaindre parce que c'est de la faute de Postman. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Donc statut OK, normalement ma donnée est mise à jour, et si je me retransforme en get et que je refais un get, j'ai ma population mise à jour. Donc bien évidemment, il y a l'ensemble des différents verbes qui sont disponibles sur le route matcher, et il y a également un handler sur nomatch, quoi faire si on se fait taper avec une URL qui n'est pas supportée. Et donc en l'occurrence, on va renvoyer une 404. Alors ça, c'est une notation typique de Groovy, c'est n'importe quel objet.weave. En fait, c'est l'équivalent de ça, pour ceux qui...
pour ceux qui ne maîtrisent pas Groovy. Voilà, c'est juste pour éviter de se répéter. Pouf, pouf. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir en fait, c'est que enfin là en fait on arrive en couplant Vertix qui est quand même basé sur des outils assez performants et Groovy qui est un langage assez expressif où on peut faire beaucoup de choses en peu de lignes. On peut assez facilement monter des petites interfaces, pour faire du décommissionnement progressif ou des choses comme ça. Et notamment, il y a également, je vous encourage à essayer Vertix chez vous, dans la mesure où là, en ce moment, il y a un sujet qui monte pas mal, c'est tout ce qui est microservices. Dans la boîte à outils Vertix, on a tout pour expérimenter les concepts, même si c'est pas forcément à l'échelle par rapport à un SI. On a un bus de message, on a des handlers, on a de quoi faire des connecteurs au format script. Là, je vous ai montré un module, mais si je prends ce fichier-là et que je le mets dans un script Groovy, ça va tourner pareil. C'est juste que j'aurai pas tout l'outillage autour pour zipper, pour lancer des tests, etc. Mais on peut faire des interfaces REST très vite et on peut les plugger sur tout le reste de la boîte à outils. Et donc, ça permet quand même d'expérimenter avec tout ce qui est asynchrone et microservices. La grosse difficulté au départ, c'est vraiment de se mettre dans l'esprit tout est asynchrone. Et donc en fait, le code va pas forcément se lire de façon intuitive. Si on revient sur la partie update, on commence par faire pause sur la requête, ensuite on définit un handler et ensuite seulement on active un resume sur la requête pour jouer les événements qui ont eu lieu pendant qu'on préparait nos handlers. C'est pas forcément intuitif au début, mais on s'y fait, c'est une bonne gymnastique, et au final c'est quand même très expressif et ça permet de faire des choses puissantes assez rapidement. Est-ce que par hasard il y aurait des questions? Oui. Oui. Alors, effectivement, c'est très surprenant. On se met en asynchrone dès qu'on lève le moindre doigt. Donc, du coup, ça se voit, on voit l'impact de programmer comme ça quand on a quand même un sacré paquet de requêtes qui arrivent en simultané sur la même JVM, par exemple. Parce que, en impératif, j'ai l'impression que je peux écrire ça plus simplement et ça fait le même job. Donc, c'est quoi les critères pour... je suppose par exemple qu'il faut faire des benchmarks pour voir un effet de... effectivement, alors je reformule pour le micro, mais donc oui, en impératif, on peut écrire la même chose plus simplement. Là où ça va devenir intéressant, c'est sur la partie rapidité de mise en place déjà. C'est l'approche monter une interface REST rapidement pour la mettre en frontal pour décommissionner une partie d'une base de données. C'est des choses que je fais en mission et qui s'avèrent quand même assez efficaces. Et en fait, on va avoir dans un script toute la puissance d'un ETI et qui permet vraiment d'envoyer le SI dessus du moment qu'on a un service, un peu de monitoring pour vérifier que le process tourne. On a quelque chose qui vraiment tient une charge déjà assez raisonnable. Et il y a également un mode, là je vous ai montré le début du mode cluster, il y a également un mode haute dispo où il peut gérer du load balancing à travers un cluster d'instances qui déploient les mêmes verticals. Donc on a via la ligne de commande, via la plateforme Vertix, une grosse puissance tout de suite, même pour faire des petites choses. Parce que des fois on n'a pas forcément besoin d'une grosse plateforme, on a juste besoin d'une petite interface, mais par contre il faut qu'elle tienne, quoi. Il y a également, alors c'est pas la méthode qui est poussée, mais le project lead qui s'appelle Tim Fox a accepté de faire le support Maven. Donc oui, il y a également du tooling Maven. Mais il n'y a pas de... On peut trouver dans la doc comment le faire, mais il n'y a pas de template de projet en Maven.
Donc si vous avez d'autres questions, ben, vous pouvez m'attraper à la sortie, mais là j'ai plus de temps. Je vous remercie beaucoup.